Bienvenue aux grandes entrevues du service de soutien à la formation. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alain Letourneau qui partagera avec nous sa vision de l'enseignement et de l'apprentissage. Alain Letourneau est professeur d'éthique et de philosophie à la Faculté de théologie, éthique et philosophie. Il enseigne à l'Université de Sherbrooke depuis 1993, après avoir obtenu son doctorat en philosophie et histoire des religions à Paris. Formé en philosophie contemporaine continentale, il s'est spécialisé dans les domaines de la communication et de l'argumentation. Il a travaillé avec plusieurs chercheurs et chercheurs dans différentes disciplines. Ses recherches subventionnées ont traité de l'intervention sur des questions d'éthique, ainsi que sur des aspects éthiques de plusieurs questions d'actualité, dont les OGM, le clonage, la gouvernance environnementale, plus spécifiquement les questions de l'eau. Alain Letourneau est membre de plusieurs groupes de recherche, le Centre SEV, qui regroupe surtout des biologistes de 4 universités, le groupe de recherche d'Irologues, rattaché à l'Université de Montréal, le Centre universitaire de recherche en éthique appliquée et la chaire d'éthique appliquée de la Faculté de théologie, éthique et philosophie. Actuellement, Alain Letourneau enseigne la philosophie au campus principal de l'Université de Sherbrooke dans un contexte de formation initiale. Il enseigne aussi l'éthique appliquée au campus de Longueuil dans un contexte de formation continue. Alors, Alain Letourneau, bienvenue. D'entrée de jeu, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Vous enseignez donc à l'université depuis une douzaine d'années. Est-ce que votre conception de l'apprentissage et de l'enseignement a beaucoup changé au cours de votre carrière? En effet, ma conception a beaucoup changé. L'expérience a fait que j'ai dû ajuster ma vision et ma pratique de l'enseignement et de l'apprentissage avec les étudiants. Au sortir des études doctorales, comme beaucoup de profs, de jeunes professeurs, je pense, j'avais une conception de l'enseignement où on voit cet enseignement surtout comme un transfert de connaissances. Alors, le professeur est possesseur d'un certain savoir et l'opération consiste à tenter de transférer ce savoir auprès de l'étudiant. Et l'apprentissage est vu alors comme une sorte de processus d'acquisition de ces connaissances qui viennent par le professeur essentiellement. Évidemment aussi par des textes qu'on va mettre à la disposition. J'ai toujours utilisé des cahiers de textes et des choses semblables. J'ai toujours fait lire les étudiants. Maintenant, c'est vrai qu'en début de carrière, je voyais ça plutôt comme un processus, disons, relativement unidirectionnel. Alors qu'avec le temps, je me suis aperçu qu'il fallait centrer le processus beaucoup plus sur les étudiants eux-mêmes et se poser la question comment je favorise le plus possible les apprentissages des étudiants. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider à apprendre et comment je conçois mon rôle à ce moment-là. On pourra s'en reparler un peu plus tard, mais en fait, le professorat devient un travail d'aménagement des conditions de l'apprentissage des étudiants. Alors, on essaie de leur donner, bien sûr, des présentations de contenu, parce que les étudiants ont besoin de temps à autre que le professeur leur explique des choses, fasse des mises en contexte, présente les théories qui sont à apprendre, etc. Mais on doit le faire en étant très attentif aux processus d'apprentissage qui sont en cours chez les étudiants et favoriser ces processus le plus possible. Une chose aussi qui a caractérisé mon parcours professionnel d'enseignant universitaire, si on veut, c'est qu'avec le temps, je me suis retrouvé à enseigner à 2 clientèles différentes. Ça, c'est un point qui est important de préciser. J'ai d'une part, comme vous d'ailleurs l'avez dit en début d'entrevue, j'ai d'une part une clientèle campus, donc des gens qui sont en formation initiale, donc qui sortent du cégep, du collégial, pour faire un baccalauréat en philosophie, et qui souvent ensuite vont faire une maîtrise en philosophie. Donc, relativement jeunes étudiants là, qui sont dans un parcours régulier de formation initiale. D'un autre côté, j'ai une autre cohorte importante d'étudiants à laquelle j'enseigne depuis plusieurs années, qui sont des gens en éthique appliquée, alors des gens qui ont déjà une formation professionnelle, souvent qui sont dans la trentaine ou la quarantaine, éventuellement même la cinquantaine, souvent qui sont des MBA, des avocats, des médecins ou des gestionnaires dans différents ministères québécois, entre autres. Donc, tous ces gens-là viennent chercher des formations en éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke, au campus de Longueuil. Et donc, avec eux, on parle de formation continue et non plus de formation initiale. Donc, c'est un public très différent, qui a toute une expérience de vie, tout un savoir professionnel, sans compter les diplômes nombreux qu'ils ont. Donc, je me retrouve là dans des classes à formation multiple. Donc, je n'ai pas affaire à
un seul type de personne. Je n'enseigne pas seulement à des avocats ou seulement à des infirmières, mais bien à un mélange d'un paquet de gens de formations différentes. Donc, il faut que le travail soit fait dans un contexte qui est pas mal différent de ce qui se retrouve sur le campus. Et vous disiez que le focus était davantage mis au début de votre carrière, si j'ai bien compris, sur l'enseignement, ce que vous aviez à donner à vos étudiants, alors que par la suite, c'est devenu plus focus sur l'enseignant, voir comment il apprenait. Est-ce que cette évolution-là a été la même pour les deux clientèles? Est-ce que vous avez fait le même cheminement par rapport à la clientèle de formation continue aussi? Oui, sauf que, bien sûr, ça se modalise différemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire de la même façon avec un groupe et avec l'autre groupe. Quoique, je peux quand même développer des approches similaires. Je vais vous expliquer comment je procède. Bon, avec le temps aussi, j'ai intégré ce qu'on appelle l'approche coopérative en apprentissage, donc, qui consiste finalement à essayer de construire des équipes de travail auprès des étudiants, donc les faire travailler en équipe avec des mandats de recherche clairs où ils ont à coopérer pour construire un savoir. Donc, on parle de construction de savoir et de coopération dans le but de construire des savoirs. Ça ne veut pas dire que le professeur ne donne pas des cours de temps en temps comme exposé théorique d'un contenu, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'on pense que l'étudiant est capable aujourd'hui de mobiliser son énergie et sa compétence pour aller chercher les réponses et pour construire son propre savoir. Et donc, mais la façon d'y arriver, c'est de donner des tâches aux étudiants d'une façon claire pour qu'une équipe de 5 personnes, idéalement, que les gens puissent s'organiser entre eux pour traiter une question de manière complète et intégrale. Je vous donne un exemple. Si je suis dans une classe, mettons, de philosophie politique et j'ai une équipe qui travaille sur Hobbes ou sur Jean-Jacques Rousseau en philosophie, bien, je vais leur demander qu'il y ait une des personnes qui regarde l'ensemble des œuvres du philosophe, qu'une autre des personnes se concentre en particulier sur un texte qui nous intéresse davantage, qu'une autre des personnes nous donne le contexte historique et sociopolitique et culturel qui prévaut au moment où Jean-Jacques Rousseau produit ses textes à Genève, n'est-ce pas? Bon. Qu'une autre personne nous dise, y a-t-il aujourd'hui des héritiers de la pensée de Rousseau? Qu'est-ce qui arrive avec ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut garder quelque chose du républicanisme de Rousseau, si on peut dire? Bon. Voilà un exemple. Mais donc, on a affaire, dans une classe de philo, à un travail relativement scolaire quand même, sauf qu'on est capable de se partager des tâches, sans compter donc la fonction recherche bibliographique, la fonction aussi correction de texte. Bon, typiquement, moi, je demande aux gens de faire des présentations en classe en fin de session pour le travail long et aussi de me remettre un travail écrit peaufiné. Donc, ça, c'est des tâches. Et je demande aux étudiants de me faire une feuille à la fin du travail où ils me disent qui a fait quoi. De telle sorte que moi, comme professeur, après, je suis en mesure de contrôler que tout le monde a participé au travail de l'équipe et de quelle façon. Ce qui, pour moi, a pour but d'éviter ce qu'on appelle le free rider, c'est-à-dire la personne qui ne fait rien, qui vit plus ou moins au crochet de l'équipe et qui va faire en sorte que les gens vont être frustrés dans l'équipe parce qu'ils vont dire « moi, j'ai tout fait le travail, patati patata ». Donc, on évite, à mon avis, d'une façon assez efficace ce genre de problème en ayant la stratégie que je viens de décrire. Maintenant, pour en venir à mes gens en éducation permanente, donc éducation continue, si on veut, donc des adultes de 40 ans, de 45 ans qui ont beaucoup d'expérience et tout, le type de problème est différent. Je vais les faire travailler sur des cas, des situations concrètes dans leur organisation. Ils vont sélectionner un cas vécu dans l'organisation, dans une des organisations, et ils vont documenter ce cas, ils vont l'expliquer. Alors, si par exemple je suis dans une classe d'argumentation, bien, je vais essayer de voir quels sont les processus argumentatifs qui ont été mis de l'avant par les acteurs au dossier et de reconstruire, dans le fond, ce qui a été fait en intégrant la matière du cours, c'est-à-dire les contenus que je vois en théorie de l'argumentation, à l'intérieur même de ce traitement de cas singulier. Même chose dans ma classe d'éthique des communications. Donc, la procédure est différente. Avec les gens en éducation continue, je fais appel davantage aux expériences de vie des acteurs et je fais appel aussi à la narration des expériences de vie. Alors, je leur explique que
La première source de connaissances que nous avons de phénomènes sociaux, c'est la narration. C'est le fait de raconter ce qui s'est passé, de mettre en récit ces faits et d'être ensuite capable de revenir sur ce récit pour le documenter, c'est-à-dire l'appuyer sur des données, sur des éléments qui permettent de valider la connaissance. Ça peut être des textes théoriques, mais ça peut aussi être des données qu'on est allé chercher. Bon. Donc, vous voyez, c'est une stratégie qui est similaire, parce que même avec mes gens d'éducation continue, c'est pareil. Partage de tâches. Bon, évidemment, les adultes, c'est un peu différent, parce que souvent, ils sont plus habitués de travailler ensemble, puis ils sont moins tatillons sur les notes, ou enfin, la plupart du temps. Donc, on peut le prendre un peu différemment, là, au point de vue de la stratégie de notation. Mais le principe de base est relativement le même. Ouais. Et selon votre expérience, les fruits de cet enseignement collaboratif sont aussi intéressants pour une clientèle d'étudiants en formation initiale que pour une clientèle en formation continue? Oui. Écoutez, parfois, il y a des petites résistances. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai mis cette approche-là en chantier. Et d'ailleurs, si jamais il y en a qui s'intéressent, il y a une auteure en Californie qui a lancé un peu ce mouvement-là qui s'appelle Elizabeth Cohen, pardon. Donc, facile à trouver sur Internet. Et en plus, il y a à l'Université de Sherbrooke, à notre faculté, au campus de Longueuil, des diplômes qui existent en apprentissage coopératif et complexe. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, vous pouvez regarder de ce côté-là. Maintenant, ce que ces gens-là font, c'est plutôt au niveau de l'éducation primaire et secondaire, alors que moi, je m'intéresse au niveau universitaire, ce qui est différent. Bon. Maintenant, pour revenir à votre question que je trouvais très pertinente, attendez, c'était quoi déjà? Je m'excuse. Donc, de savoir si c'était aussi bénéfique et utile pour les deux types de populations étudiantes. C'est ça. Je pense que oui. Alors, les clientèles sont différentes, comme je le disais. Les gens de philosophie, en général, sont quand même des personnes souvent, je pense que c'est assez connu, assez individualistes. Donc, il y a un professeur ou deux dans le décor qui les amène à travailler en équipe, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, comme j'ai affaire à des classes, jusqu'à date, qui sont de l'ordre de 25-35 étudiants, je peux me permettre aussi d'avoir des exceptions. C'est-à-dire que si des gens, et même dans mes classes d'éducation continue, c'est pareil, si des gens ne veulent vraiment pas travailler en équipe, et parfois ça peut être justifié pour des raisons professionnelles. Je vous donne un exemple. Un juge qui travaille qui est dans ma classe, qui suit mon cours, n'a pas envie de rendre public les éléments qui met de l'avant auprès des étudiants. Alors, il s'entend avec moi. Moi, je m'engage à respecter la confidentialité. On le fait en individuel. C'est pas tellement plus long au point de vue correction, finalement, parce que le travail va être moins développé. Et ensuite, ça fait en sorte que vous avez personne qui est frustré parce qu'il est obligé de travailler en équipe. Puis ça fait en sorte que vous êtes capable de dire, bon, ben, écoutez, c'est intéressant, vous plaidez, en fait, la cause du travail en équipe, vous expliquez quel sens ça peut avoir, puis vous réussissez à convaincre la grande majorité des gens, puis s'il y a 2-3 qui veulent travailler en isolé, vous les laissez faire, puis personne ne vient fou pour ça, jusqu'à un certain point. Donc, vous vous arrangez à ce moment-là pour leur donner des tâches complémentaires et pour assurer l'équité générale du travail. C'est un peu comme ça que je le prends. Et en général, les gens acceptent facilement de travailler en équipe. Ils acceptent, ils se mettent au travail, puis ils font du très bon travail et ils sont contents, ils sont motivés. Parce que savez-vous quoi? On aime ça apprendre, mais on aime ça aussi partager notre savoir. On aime ça être capable de communiquer sur ce qu'on apprend, puis échanger avec d'autres. Puis on aime ça vérifier que notre message passe. OK? Moi, j'apprends des choses tout seul de mon bord. Je ne suis jamais capable d'en parler à personne. C'est moins intéressant que si j'ai des collègues. Alors, c'est exactement ça. Et les gens ont du plaisir à le faire. Et moi, je pense que il faut que la connaissance soit un plaisir, en quelque part. Il faut rendre ça agréable et intéressant de connaître, si on veut motiver notre monde. Puis c'est intéressant de reconnaître la richesse de l'expérience, que ce soit l'expérience d'une personne plus expérimentée, là, plus âgée, qui peut être aussi, celle de plus jeune peut être aussi intéressante. Une expérience de vie qui est utilisée pour asseoir l'apprentissage, pour développer l'apprentissage. Tout à fait. Je pense que chez les jeunes, vous avez raison de le dire, chez les jeunes aussi, il y a de l'expérience sur laquelle on peut tabler, mais souvent les attentes ne seront pas non plus les mêmes, parce que comme les gens sont en formation initiale, ils ont comme l'idée qu'ils doivent apprendre beaucoup de contenu théorique dans un cours. Ils ont comme cette présupposition-là. Et donc, il y a une attente de livraison de matériel théorique de la part du professeur plus importante.
Un élément qui est un peu frustrant pour le professeur, si vous me permettez de dire ce point-là, c'est que vous avez souvent plus de matière à livrer que le temps que vous avez pour le faire. Et vous êtes obligé de dire, bien, je vais mettre les outils à la disposition des étudiants. Alors moi, j'imprime mes notes de cours, je les donne aux étudiants. Quand je n'ai pas le temps de travailler un chapitre, bien, je dis, garde, vous le lirez, lisez-le, voici. Je résume l'idée, puis je dis, bien, allez voir pour plus de détails. Parce que c'est pas vrai que je peux favoriser ce genre de travail d'intégration en classe et en même temps faire du magistral pendant 3 heures. C'est pas possible. Non. En fait, c'est une illustration de ce que vous disiez au point de départ, comme quoi le focus n'est plus nécessairement mis sur l'enseignement, ce que vous avez à transmettre, mais sur ce que les étudiants peuvent apprendre. Donc, le fait d'avoir... il y a des méthodes différentes qui font que les étudiants peuvent intégrer les connaissances et faire en sorte que ça devienne réellement des apprentissages sur lesquels ils vont bâtir par la suite. C'est ça. Alors, et ça ne vous empêche pas, ça, de faire un examen en fin de cours pour vérifier l'apprentissage de certaines notions essentielles. Et en quelque part aussi, il est intéressant de voir des gens actualiser leur intégration de notions dans un travail qui est livré en classe et qui est présenté en classe, parce qu'évidemment, quand une équipe fait sa présentation, on garde une période de discussion. S'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes, moi, je ne me gêne pas pour le dire. Je le fais avec respect des personnes, mais j'indique les faiblesses d'un travail quelconque. Je veux dire, s'il y a des points qui m'apparaissent insuffisamment traités ou qu'on aurait pu expliquer davantage, je le dis, puis je donne des pistes pour développer certaines choses. Et je pense que ce genre d'exposition-là des étudiants est intéressant aussi. Parce que, je veux dire, surtout les gens en philo... Ben oui, puis ensuite, les gens en philo, leur espace de débouché professionnel, c'est essentiellement l'enseignement du collégial et ou la recherche, des choses semblables. Éventuellement l'université. Mais alors, je sais qu'il y a des tractations pour développer de la philo au secondaire, mais on n'en est pas là encore. Donc, et pour les gens d'éthique, c'est pas des gens qui ont une préoccupation de se placer professionnellement, dans le sens où souvent, c'est des gens qui sont déjà en poste. Donc, pour eux, c'est une formation supplémentaire qu'ils vont chercher. Souvent, ils sont mobilisés par leur organisation pour s'occuper du dossier de l'éthique dans une boîte. Et donc, on leur dit, bien, est-ce que tu veux t'en occuper? Ça les intéresse. On va aller chercher une formation pour le faire. Donc, c'est très intéressant parce que vous avez là du monde très riche au point de vue de leurs compétences. Et donc, vous devez tabler là-dessus. Vous ne pouvez pas simplement arriver comme, excusez l'expression, le Joe connaissant qui va leur donner la connaissance. C'est pas comme ça que ça marche. Les personnes qui sont en face de vous, souvent en savent plus sur certains dossiers, en tout cas certainement, que vous-même. Si une personne est gestionnaire au ministère des Finances depuis 20 ans, je m'excuse, mais la personne en connaît pas mal plus sur la situation des finances au Québec, disons, que moi. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est facile à ce moment-là de tabler sur une reconnaissance mutuelle de compétences. Je peux m'appuyer sur un savoir qui est déjà en acte chez les gens. Mais est-ce que c'est, selon vous, ce qui explique... Tantôt, vous disiez que les étudiants en formation initiale avaient plus une attitude d'attente, de recevoir un enseignement, de recevoir des informations, des connaissances. Il y avait plus cette attitude-là que la population en éducation, en formation continue. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une connaissance, des connaissances différentes et qu'ils sont plus ouverts à l'échange? Parce qu'à quelque part, les gens plus âgés en formation continue ont été formés dans un système d'éducation où on était davantage axé sur l'enseignement que sur l'apprentissage. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'ils souhaitent reproduire la même chose, qu'ils s'assoient dans une salle de cours et qu'ils reçoivent. Vous avez raison. Ils ont cette attente-là aussi. OK. Ils ont cette attente-là aussi, sauf que je pense que l'explication passe peut-être plus facilement auprès d'eux à l'effet que, écoutez, vous êtes des adultes, là, vous savez c'est quoi? Voici le cahier de texte, lisez le papier de machin, toute l'explication du concept dont je suis en train de parler est là.
le magistral devient beaucoup plus synthétique. Vous êtes en situation d'opérer des synthèses de savoir plus fortes, je dirais. Vous êtes moins dans le B à bas. Vous êtes amené à passer à un niveau de complexité qui est plus élevé, puis qui va avoir pour effet de challenger, si vous me permettez l'expression, les étudiants. Parce que là, pour arriver à vous suivre comme il va falloir qu'ils fassent leur lecture. Parce que moi, j'arrive avec un cahier de texte, comme là, dans mon cours actuel que je donne, qui s'appelle Communication, dialogue et discussion. Ils ont deux choses, un cahier de texte à lire, et à chaque semaine, je leur dis quoi lire. Puis en plus de ça, ils ont mes notes de cours. Donc, 2 cahiers. Et donc, ils sont censés lire ça. Et arriver en classe, préparer. Donc, moi, tablant là-dessus, l'heure et demie ou 2 heures que je fais, bien, il est assez intensif quand même. Puis, mais aussi, les questions sont, je veux dire, moi, sachant ce qu'ils font dans leur travail en équipe, je suis capable aussi d'adapter ma présentation des notions à leur réflexion. Donc ça, c'est un autre aspect qui est intéressant, parce qu'évidemment, les équipes, je les suis aussi. C'est-à-dire que je m'en vais me promener, puis je les écoute. Je m'assois à table avec eux, puis je les fais parler quand ils ne parlent pas assez. Je les amène à me dire où est-ce qu'ils sont rendus, puis quels sont les problèmes. Alors là, évidemment, ils me racontent leurs difficultés. Puis là, je les aide à démêler leurs difficultés. Donc, le professeur devient une sorte d'animateur, dans le fond, un facilitateur de la construction de connaissances chez l'étudiant, en lui donnant des outils et en l'accompagnant, je dirais, dans un travail de réflexion qui est leur travail de réflexion. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce passage-là, là, du paradigme de l'enseignement à celui de l'apprentissage, là, pour un professeur, est plus facile à faire avec une population en formation continue? Peut-être que je vais trop loin, là, mais... J'aurais tendance à penser que oui, disons, mais c'est tout sous réserve. Hein. Il faudrait... Moi, j'ai l'expérience de quelques années là, où j'ai mis sur pied cette affaire-là. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je le fais. Aussi bien que mes gens de philo, donc formation initiale que formation continue. J'ai commencé en formation continue. Et après, je me suis dit, pourquoi pas le faire aussi avec les gens du bac et de la maîtrise. Et ça fonctionne bien aussi, ça fonctionne de toute façon. Bien. La maîtrise s'y prête déjà beaucoup parce qu'en maîtrise, le format séminaire tel que nous, on le pratique souvent, c'est que bon, les étudiants doivent de toute façon faire des présentations solo en classe. La différence étant que la présentation d'équipe, bien, vous avez une coordination des actions et des présentations qui intervient. Mais qui me semble une requête aussi pratique aujourd'hui. Comme vous le savez, on est beaucoup appelé sur le marché du travail à travailler en équipe, à se confronter à des égos, puis à du monde qui a des objectifs de toutes sortes. Bon, vous travaillez avec ces gens-là. Bon, vous êtes obligé de l'apprendre quelque part. Bon, alors pourquoi pas commencer... Ou alors commencer, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas une nouveauté pour eux le travail en équipe. Ils en connaissent bien les travers. Bon, alors, la nouveauté, je pense, que j'apporte, c'est au niveau de l'approche coopérative structurée, c'est-à-dire des tâches précises, puis une prise en compte des participations individuelles mesurées. Parce que moi, en termes de mesure, je veux dire, il y a une partie de la note qui vient pour le travail individuel dans l'équipe, puis une partie de la note qui vient pour le collectif. Donc, des deux. C'est ça. C'est la particularité. Si Pierrette n'est pas venue, Pierrette n'a pas participé, n'a pas donné son travail, n'était pas là, bien, sa partie individuelle, elle descend radicalement. Ça veut dire que Suzanne, elle, qui est venue tous les fois, puis qui a fait la correction générale du travail à la fin, puis qui a travaillé beaucoup, bien, elle a un A, puis l'autre à côté, il y a C-. Il faut le penser comme ça aussi. Il ne faut pas s'arranger pour que tout le monde s'en tire avec la même chose. Donc, est-ce si compliqué? Moi, j'ai pour faire... De mon point de vue, c'est pas si compliqué que ça parce que c'est juste un calcul. C'est 2 notes. Vous regardez, c'est bon, OK. J'ai 4 parties dans mon travail, OK. J'accorde des points pour ça. J'ai mon tableau, je rentre mes points là. Ensuite de ça, le travail collectif, j'ai des points pour ça aussi. 1 plus 1 égale 2. Pas tellement plus long, finalement. Je voudrais vous amener ailleurs. Oui. En ce qui concerne les composantes d'une formation de qualité, on entend souvent peut-être deux points de vue, là, comme quoi on s'en va de plus en plus vers des connaissances pointues, très, très, très spécifiques. Et l'autre élément serait plutôt une culture générale. Alors, j'aimerais savoir
quelle place vous voyez à la culture générale dans une formation en 2006, là? Bien, peut-être en premier lieu, ce que vous entendez par culture générale en tant que philosophe. Ouais. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que ça comporte exactement, selon vous? Mais et surtout, quelle place ça devrait prendre dans la formation universitaire maintenant, à l'heure actuelle? C'est une très importante question. Je trouve que ça mériterait de faire quelques colloques pour préciser ce travail-là. Je dirais que, dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que la culture générale, c'est aussi... La culture générale est toujours spécifique à ce que vous avez déjà comme culture. Je vous donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un en sciences pures, j'entends, bio, physique, et que vous n'avez jamais fait d'histoire, jamais fait de sciences sociales, jamais fait de philosophie, par hypothèse, jamais fait de philosophie, vous n'avez pas non plus de bonne idée de qu'est-ce que c'est l'histoire de l'art. On va dire, bien, la culture générale consisterait à aller chercher ces éléments-là. En revanche, si vous êtes quelqu'un de sciences humaines pures et dures, genre qui a fait sciences sociales, mais qui ne sait pas ce qui se passe en bio, qui ne sait pas ce qui se passe en chimie, qui n'a pas de notion des mathématiques, bon, on aurait tendance à dire qu'il faut peut-être aller chercher une certaine culture scientifique pour compléter aussi cet apport-là. Bon. Mais pour ce qui est de l'apport de la philosophie et, disons, des questions qui, moi, m'intéressent, philosophie, argumentation, communication, c'est pas mal ça, et éthique. Bon, si vous regardez ces 4 thèmes-là, sont des thèmes qu'on pourrait appeler transversaux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacune des disciplines, spécifiques et très pointues, très pointues, on ne peut plus pointu, vous allez nécessairement aussi devoir tabler sur des processus argumentatifs, des processus communicationnels. Donc, qui dit argumentation, dit logique, dit raisonnement, dit pensée réfléchie. Qui dit communication, dit interaction avec autrui, dit prise en compte du contexte social et organisationnel. Déjà, ça, c'est énorme. Si vous êtes capable de vous donner, à l'intérieur d'une formation préparatoire, quelque chose qui assurerait minimalement que vos personnes qui vont faire des formations pointues aient à tout le moins quelque idée de c'est quoi se situer dans une relation interpersonnelle communicationnelle, c'est quoi être dans des organisations qui communiquent et qui se situent sur un espace politique, c'est quoi les institutions auxquelles on a affaire aujourd'hui, l'histoire, un minimum de notions historiques de ce qu'on fait. Bon, vous allez me dire, il s'en fait au collégial, mais savez-vous quoi? Au collégial, eux-mêmes, ils disent que ça se fait pas, puis qu'ils ne font pas assez, puis qu'ils devraient le faire plus. Bon. Fait qu'on ne peut pas toujours renvoyer la balle dans la cour du voisin puis dire c'est aux autres à le faire. Moi, je pense que les universités pourraient assumer une certaine mission. La question de l'éthique aujourd'hui, elle se pose dans tous les secteurs d'activité. Que vous soyez un médecin, que vous soyez un journaliste, que vous soyez un fonctionnaire. Moi, je sais que la fonction publique québécoise actuellement, dans plein de ministères, la question de l'éthique est posée. On investit des sommes d'argent pour former des fonctionnaires, pour se questionner là-dessus. Et on essaie de dépasser une conception uniquement déontologique et normative de l'éthique. Alors, très souvent, le problème, c'est ça, c'est que les gens, parlant d'éthique, ils ne pensent qu'à 2 choses. Un bon comportement, OK? Y est-tu éthique? Y est pas éthique? C'est une question de, y est-tu correct? Y est-tu pas... Y est-tu éthique? Y a-t-il un bon comportement? Et ensuite, l'autre question, c'est les règles, les normes, les codes. Quelles sont les règles, quelles sont les normes, quels sont les codes? Bon. Puis ensuite, c'est la question des officiers de l'éthique. Est-ce qu'on a un officier de l'éthique? Est-ce qu'il fait bien son travail? Bon. Mais ça va plus loin que ça. La question de l'éthique, c'est une question de réflexion qui demande à des agents d'être capables de délibérer en situation des enjeux de la situation, des options d'action qui se présentent à eux, des valeurs qui sont impliquées dans ces actions, et ensuite des conséquences qu'il va y avoir s'ils agissent de telle et telle façon. Donc, c'est une série de choses qui sont toutes importantes, qui sont toutes complexes, un processus de décision. Vous pouvez avoir une vision de la prise de décision très mécanique, mais vous pouvez avoir une prise de décision aussi pondérée qui va tenir compte des acteurs avec qui vous agissez. Bon. Vous pouvez avoir une approche dialogique de la prise de décision. C'est des choses qu'on développe à l'Université de Sherbrooke ici depuis des années. Ce que je vous raconte là, Georges Legault en parlait déjà au début des années 90, Malherbe en a parlé aussi, les gens de la chaire d'éthique aujourd'hui en parlent encore.
Donc, mais évidemment, cette chose-là avance. La question du dialogue, aujourd'hui, il y a de nouvelles expériences qui sont, notamment chez les Américains, il y a des choses intéressantes qui se produisent. On essaie de suivre ça. Bon. Mais je veux dire, tous ces éléments-là sont des éléments qui requièrent aussi une certaine formation disciplinaire. Alors, puis la même chose pour l'argumentation. On a beau dire que tout le monde argumente, mais il reste qu'il y a une façon d'argumenter qui est respectueuse d'autrui, puis qui est rigoureuse, si vous voulez, au point de vue rationnel, comme il y a des façons d'argumenter qui ne sont ni l'une ni l'autre. Bon. Donc, l'éthique ou l'argumentation fait partie de la culture générale, par exemple, pour un scientifique. Tout à fait. Un chimiste. De la même façon que une certaine connaissance ou familiarité avec la culture scientifique fait partie de la culture générale de gens en sciences humaines. Il me semble, parce que pour ce qui est de ce point-là, les gens de sciences humaines ont intérêt à savoir ce qui se passe au niveau des sciences exactes et de la nature et des technologies, parce que, dans le fond, on a besoin d'eux également dans ces disciplines scientifiques-là, et aussi parce que dans notre société aujourd'hui, le rôle de la science et des techniques est massif, et ces chantiers-là avancent très, très, très rapidement. Les gens de sciences humaines devraient être quand même minimalement au courant, je dirais, au moins des grands courants, des grandes questions, avoir quelques notions épistémologiques aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est faire un travail en laboratoire, qu'est-ce que c'est produire des hypothèses, tester des hypothèses, falsifier des hypothèses. On devrait être mis un peu plus en contact avec ça, je pense, au niveau des sciences humaines. Comment on peut concilier cette importance de la culture générale dans la formation universitaire avec la limite de temps, de crédit qu'ont nos programmes? C'est-à-dire qu'on entend souvent que dans le 90 crédits ou 120 là, pour former un étudiant au niveau du baccalauréat, on a déjà de la misère à faire le tour de de ce qui est nécessaire pour bien former l'étudiant. Alors, on a des hésitations à introduire des éléments qui sont moins strictement disciplinaires. On entend souvent cet argument-là. Mm-hmm. Comment on peut faire pour tenir compte de ces aspects, de la culture générale dans une formation universitaire? Est-ce que c'est nécessairement au détriment de la discipline elle-même? Pas nécessairement. Je trouve que très souvent, on a tendance à penser en termes absolus. On va faire le même modèle pour tout le monde, puis là, ça va devenir obligatoire. Au fond, ça, c'est notre façon de penser habituelle, c'est ça. Donc, notre modèle, on imagine automatiquement, bon, ben là, on va prendre 30 crédits pour ça. OK. Donc là, le raisonnement, vous dites, mais là, si on prend 30 crédits pour ça, on ne respecte plus notre limite de 90 crédits. On s'entend? Bon. Mais, premièrement, si on donnait le choix aux étudiants de dire, il s'agirait de construire ce truc, propédeutique, on pourrait réfléchir à comment est-ce qu'on le cadrerait, approche de culture générale qui serait offerte d'une manière éventuellement optionnelle. Puis si la chose est bonne, est intéressante, rencontre des objectifs, après ça, on le développera plus, puis on le rendra obligatoire. Je veux dire, on n'est pas obligé de commencer avec un modèle mur à mur. On peut mettre une chose optionnelle, puis publiciser la chose auprès de la clientèle étudiante, dire, écoutez, si vous estimez que c'est important d'aller chercher une culture de base, complémentaire à ce que vous avez déjà, bien, voici, nous offrons quelque chose pour faire cela. Et si, à l'épreuve des expériences qu'on fera 4, 5, 10 ans plus tard, on se dit, c'est excellent cette affaire-là, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé, puis on devrait l'étendre, on l'étendra. Prenez l'approche par problème, l'apprentissage par problème. C'est un peu ce qui s'est passé. Ça a commencé dans un secteur, puis après, ça a débordé dans d'autres secteurs qui l'ont abordé, qui l'ont pris, puis qui l'ont intégré à leur façon. On ne peut pas prendre cette méthode-là dans tous les secteurs. Mais pour plusieurs secteurs, c'est intéressant de le développer. Alors, c'est peut-être la même chose pour un modèle comme celui-là. Enfin, c'est une piste que je lance dans la discussion, là. Il s'agira de voir. Mais ensuite, les étudiants d'aujourd'hui sont quand même très demandants et très exigeants. Il faut penser aussi à qu'est-ce qu'on va apporter qui va répondre à un besoin de société. Et dans un contexte où
tout le monde ne répond pas aux mêmes besoins, tout le monde ne fait pas les mêmes choses. Donc, si nous, ici, on disait, bien, faisons-en une marque de commerce, cette affaire-là, lançons ça, pourquoi pas? On trouverait peut-être preneur, et puis, enfin, ça ne serait pas perdu, de toute manière, à mon avis. Une autre avenue dont on entend parler de temps en temps, c'est plutôt que l'intégration de la culture générale, disons, se fasse à l'intérieur même de la formation, c'est-à-dire que les professeurs intègrent différentes composantes qui ne sont pas strictement disciplinaires et que les étudiants soient confrontés à ces éléments-là à l'intérieur même de leur... Ça peut être par exemple par l'apprentissage par projet, parce qu'un projet, en général, il est campé dans une réalité qui tient compte souvent du milieu social, donc qui fait référence à certains éléments de culture générale là, qu'on doit connaître pour bien appréhender le problème. Ça peut être un exemple. Par contre, c'est une avenue qui est quand même, que certains croient très exigeante pour le corps professoral. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble réaliste ou ça vous apparaît un peu demandant là, pour les professeurs de s'enligner sur une avenue comme celle-là? Ça me semble demandant. Moi, la position que je défendrais dans cette discussion-là, ça serait la suivante. Développons donc des façons de faire qui vont faciliter les services interfacultaires. Moi, je pense qu'on est malheureusement, on a des traditions de cloisonnement entre les différentes facultés qui ont pour effet que chacun préserve ses prérogatives, ses pénates, et c'est tout à fait normal. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se met pas, enfin sérieusement, si c'est possible de le faire plus qu'on l'a déjà fait, à réfléchir à une modalité selon laquelle vous n'êtes pas obligé dans chaque faculté de retrouver tous ces spécialistes de culture que par ailleurs vous pouvez très bien avoir ailleurs. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a quelques facultés sur le campus, prenons le cas de l'Université de Sherbrooke et at large, pas juste campus Sherbrooke, mais at large. Il y a quelques facultés qui sont, disons, par hypothèse, dépositaires d'un certain savoir de ce type dont on parle, de connaissances de culture générale. Pourquoi est-ce qu'on fait pas on crée pas une modalité selon laquelle ça deviendrait intéressant pour ces facultés de participer à des formations dans d'autres facultés, de telle sorte qu'il y a des retours de sous, carrément, qui reviennent dans les facultés prêteuses, mais dans un contexte où il n'y a pas de pénalisation non plus pour l'autre équipe qui n'a pas, à ce moment-là, à consentir des efforts nouveaux et supplémentaires par-dessus tout le reste, alors que les gens en ont bien assez avec leur propre mandat de recherche et d'enseignement. Ils n'ont pas besoin en plus de devenir sur le tas philosophe, historien, spécialiste de l'argumentation ou de la communication ou de l'éthique ou je ne sais pas quoi encore. Hein? Donc, créons des mécanismes institutionnels de partage des ressources qui vont faire que ça ne sera pas à la perte des petites facultés. Parce que malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est ou bien, je regarde sur les questions d'éthique, ça a été longtemps, l'histoire des prêts de services, bon, les gens ont fini par dire dans les facultés receveuses de services, nous, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe des questions d'éthique dans notre secteur, et non pas un professeur de théorie éthique qui va arriver, qui va débarquer comme avec une théorie, mais que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Parfaitement d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce prof qui se spécialise alors, exemple en éthique du commerce, soit nécessairement rattaché à la faculté de commerce, ou éthique du génie, soit nécessairement rattaché à la faculté de génie, ou éthique de la médecine rattaché à la faculté de médecine? Bon. S'il y a des tâches qui relèvent d'une compétence disciplinaire, accordons les sommes requises à ces gens-là pour qu'ils assurent un leadership, mais faisons-le en concertation pour que ces personnes répondent aux besoins des facultés particulières et des formations particulières des gens. Ça, c'est... Pour moi, ça serait une économie assez importante si on réussissait à faire ça. Ça permettrait aussi de concentrer les énergies et de faire que ces personnes aussi sont en lien les unes avec les autres. Peut-être une autre avenue. Mais en tout cas, écoutez, ça échappe un peu à nos pouvoirs de décision, à vous et moi, ce matin, disons. Qu'est-ce qui ferait partie, selon vous, de la formation universitaire d'une personne bien formée en 2006? Ce serait quoi les caractéristiques d'une formation universitaire de qualité?
Les composantes, plutôt. Il y a beaucoup d'éléments. L'éthique. Bon, mais oui, savez-vous quoi? Je vais ajouter, en plus de ce que je viens de dire, je vais ajouter une autre chose. L'éducation physique, également, devrait faire partie d'une formation universitaire pleine et entière. Okay. Et ensuite de ça, la connaissance de l'étranger devrait aussi faire partie d'une formation universitaire pleine et entière. On devrait entrer à l'université comme on entre dans le monde, comme on entre dans la société, bon, de manière très autonome et très ouverte sur un univers qui est plus vaste que ce qu'on connaît. Et ça devrait être le premier pas qui nous amène à l'étranger aussi, qui nous amène à passer des frontières. Ça, je trouve que si les facultés pouvaient s'organiser pour systématiquement envoyer faire 6 mois, 1 an à l'étranger, ça serait merveilleux. Bon, on rêve, hein? Écoutez, c'est dans un monde où... L'accent est mis beaucoup sur l'internationalisation. Actuellement, oui, et ça serait pas une mauvaise chose du tout, et je pense qu'on fait déjà des choses dans ce sens-là. On fait déjà des choses, puis... Mais le problème, c'est quoi? C'est que si, évidemment, les acteurs sont dispersés entre 14 plans de coopération internationale, il ne se passera rien. Est-ce qu'on s'entend? Il va falloir dire, à un moment donné, ben voici, nous privilégions telle chose, et on met nos œufs dans ce panier-là. C'est ça qui est difficile. Parce que si un veut aller en Colombie, puis l'autre veut aller en Chine, puis l'autre... Bon, c'est évident qu'on n'est pas capable. Mais ça, ça me paraîtrait... Puis les étudiants qui l'ont fait sont tous enchantés, en fait. Ils sont tous très contents de leur expérience. D'aller faire un 6 mois en France, ou je ne sais pas où, aux États-Unis, en Angleterre, peu importe, en Allemagne. Plein de choses sont possibles. L'ouverture sur le monde. L'ouverture sur le monde. Parce que vous comprenez d'autant plus et d'autant mieux votre pays, votre lieu, votre histoire, que vous avez vu un peu aussi ce qui se passe à l'extérieur. Ça donne un éclairage, à mon avis, qui est très utile, sinon indispensable. Mais bon. En terminant, M. Letourneau, est-ce que, selon vous, les universités devraient réfléchir à leur mission d'enseignement? Et si oui, bien, quels seraient les axes de cette réflexion? Elles devraient le faire, ça me paraît indispensable, notamment à l'heure de l'Internet, de la société du savoir, le développement des wikis et les nouveaux savoirs qu'on est en train de créer. Et aussi, la question du tournant vers l'éducation continue, bon, je pense qu'on va continuer de faire de la formation initiale. Je ne voudrais pas qu'on minimise cette fonction-là, évidemment pas. Ça me paraît indispensable. Mais si on pense d'une manière réaliste, je veux dire en termes de société que nous sommes, là, vieillissement de la population, pyramide des âges inversée, bon, beaucoup de gens vont devenir disponibles pour des formations, retraités de 55-60 ans, encore plein d'énergie, qui ont du temps. Moi, j'en ai des étudiants qui débarquent dans mon bureau à 60 ans, qui viennent me dire « Ben là, je vais prendre ma retraite, j'ai le goût de faire un doctorat. » J'en ai des gens comme ça. J'en ai rencontré un la semaine passée. Bon. Parce que c'est des gens qui, tu sais, ils ont le goût, ça leur tente, ils sont intéressés. Bon. C'est bon. Est-ce qu'on pense à ces choses-là? Est-ce qu'on pense aussi à générer de l'organisation des savoirs? Je veux dire, quand vous avez l'information disponible, c'est la même chose. Le professeur en 1972 qui donnait un cours sur Thomas Hobbes, ben, ses étudiants pouvaient leur donner un contenu relativement encyclopédique, à savoir, voici... bon, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas le faire, mais on sait qu'aujourd'hui, l'étudiant est capable d'aller le chercher. Bon, vous allez me dire, sur le web, tout n'est pas égal. Je suis d'accord. On n'enlève pas la question de la compétence, de la formation de la compétence professionnelle et intellectuelle de quelqu'un. Ce n'est pas le wiki qui va vous dispenser d'avoir à former des étudiants intelligents, cultivés, qui ont une vision critique des choses. C'est bien clair. Mais en même temps, que voulez-vous? Si vous arrivez avec votre photo de Thomas Hobbes, vous pensez que ou votre image, pas votre photo, il n'y a pas de photo évidemment dans le temps, mais bon, vous arrivez avec une représentation de Jean-Jacques Rousseau, vous pensez que c'est le bout du monde. Écoute, tu t'en vas sur Google, puis c'est pas long. Bon, alors, ce tournant-là, il faut le prendre aussi. Il faut le prendre d'une façon très claire et très ouverte. Et on n'a pas le temps de travailler là-dessus, comprenez-vous? Hein? On est absorbé par des gestions de processus, puis des machins. Mais il faudrait le faire.
Donc, quand vous le dites... temps d'arrêt. Oui, pour, temps d'arrêt, réflexion sur ça. Et aussi, temps d'arrêt pour les professeurs pour qu'ils puissent se ressourcer au point de vue technologique. Je veux dire, vous ne pouvez pas continuer de demander à des professeurs... Puis ça, c'est pas personne qui demande ça. Comprenez-vous? C'est pas... Le système génère des contraintes. On est tous dans des contraintes. Bon. La question, c'est qu'à un moment donné, il y a des décisions politiques qui peuvent se prendre. Puis on dit, attention, arrêtons-nous, là, il y a une priorité. Bon. Priorité, être capable de se mettre à jour dans les technologies. Je veux dire, être capable de se mettre à jour dans la vidéo numérique. Moi, ça fait des mois, des années que on m'envoie des courriels pour me dire le service de soutien à la formation offre des activités, tata. J'en ai fait quelques-unes. Mais combien de fois j'aurais voulu aller chercher quelque chose de plus, mais j'avais pas le temps pour le faire. Et on est tous comme ça. Bon. Fait que on a de la mise à jour à faire à ce niveau-là. Et on n'a pas le temps de le faire. Alors, il faudrait qu'une décision, à un moment donné, nous donne un cadre pour le faire. Pour s'adapter à tous les changements dans lesquels on... toute séance tenante, on met de côté certains dossiers, puis on dit on se fait un 3 jours. Là. Moi, par exemple, je ne vous ai pas parlé de la vidéoconférence. Moi, je donne souvent des cours en vidéoconférence entre Longueuil et Sherbrooke. Et mon approche est la suivante. Moi, je me déplace, j'essaie d'être à peu près moitié-moitié aux deux endroits. C'est pas toujours possible. Des fois, ça fait 2 tiers, 1 tiers. Mais le but, c'est d'établir le contact avec les étudiants, de créer une communauté avec eux, quand même, de recherche, et aussi de les familiariser avec ces technologies-là. Parce que moi, les étudiants se servent des tableaux, se servent des outils qu'on a. Évidemment, on a le lien Internet est là, les gens peuvent s'en servir. C'est fascinant. C'est un très bel outil de travail. On peut faire du bon professorat puis des bonnes classes avec ça. Il faut apprendre. Mais il faut apprendre à s'en servir. Il faut prendre le temps de s'en servir, comme de l'utiliser. Bon, il faut démystifier ça un peu. Mais c'est pas vrai que c'est automatiquement un obstacle à un bon apprentissage que de se servir de ces outils-là. Dans la mesure où Dans on la sait mesure, bien les utiliser. Oui, et où, justement, c'est évident que vous ne remplacez pas à 100% le contact humain entre un professeur et sa classe. Mais, justement, il y a peut-être moyen de s'organiser pour que ce contact humain ait quand même lieu, dans la mesure du possible. Bon. En tout cas, c'est un point. Tout à fait. Vous nous avez amené des pistes de réflexion fort intéressantes. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.